RCN. Le son de la différence. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans votre émission préférée, le micro déconfiné. 3, 2, 1, 0. Les rideaux s'ouvrent. Un faisceau lumineux enveloppé de petites particules de poussière transperce, tel une épée, le cœur de la salle au siège carmin, plongé depuis quelques minutes dans une agréable pénombre. Obscurité qui, volontairement ou non, est une sorte d'allégorie, non pas de la caverne de Platon, mais plutôt de la candeur du spectateur qui sagement patiente. Et justement, puisque patienter c'est agir en attendant, quelques bruits de mastication, dus à des pop-corn ou autres barres chocolatées, viennent mordre le silence collectivement consenti. Chut, ça commence. Ou plutôt, action. Ça tourne, enfin, je sais plus trop. Tout dépend de quel côté de la caméra on se trouve. Et si ce soir, finalement, on assistait au film de notre vie, voudrait-on vraiment en savoir la fin, qui serait donc synonyme de notre mort? Le réalisateur ne serait-il pas une forme de divinité par son omniscience? Sommes-nous mus par sa volonté toute puissante, ou alors serait-ce notre personnage qui lui impose le scénario? Bref, lorsqu'on se rend compte de quelque chose, on dit qu'on réalise. Ça en dit long sur le rôle du cinéaste, qui est intrinsèquement lié à la prise de conscience. Kevin Manson, comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, ça va, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de te recevoir. Alors, dans une interview, Jean-Luc Godard a déclaré « Je ne veux parler que de cinéma, pourquoi parler d'autre chose? Avec le cinéma, on parle de tout, on arrive à tout. » Kevin, qu'est-ce que le cinéma t'a permis d'exprimer? Vaste question. Qu'est-ce que ça permet d'exprimer? Déjà, disons que ça dépend après ce que tu veux raconter ou ce que tu veux transmettre, tu vois. Moi, malheureusement, j'ai pas encore pu faire de long métrage et je suis encore au court métrage, mais j'essaie quand même malgré tout de vouloir raconter des choses avec mes courts métrages et en tout cas de mettre les gens dans une ambiance, on va dire, tu vois. Par exemple, j'avais fait un film de genre avec un monstre. Je voulais pas mettre le public en position de confort, donc du coup, c'était une volonté, voilà, de créer des émotions, tu vois, sortir de l'ordinaire. Et en tout cas, c'est ce que j'avais essayé avec ce film. Et par exemple, mon dernier court métrage, bon, qui est une comédie. Là, par contre, c'était plus, voilà, rigolons ensemble. Et en plus, quand tu vois ce qui se passe en ce moment, c'est pas toujours drôle. On a besoin un peu d'extérioriser des choses. Et le cinéma aussi est catalyseur de ça. Ça permet de pouvoir se poser et juste de débrancher, d'apprécier une histoire, en tout cas, et puis voilà. Et on va parler un peu de toi, de ton parcours. D'où te vient cette passion pour le cinéma? Alors, probablement de ma mère, qui est très cinéphile. En fait, chez mes parents, il y avait énormément, donc c'était des VHS à l'époque. Il y avait énormément de VHS, il y avait des bibliothèques pleines, et moi, gamin, je me bouffais tout ça en boucle. C'était vraiment une passion. Et en fait, quand j'avais à peu près 5 ans, on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais moi je vais être celui qui fait les films, quoi. Je connaissais pas le mot réalisateur, tu vois, je connaissais pas encore les métiers du cinéma, tout ça. Mais déjà, alors à l'enfance, tu t'es dit je veux faire le film, créer le film. Oui, ouais, voilà. Par exemple, ma sœur disait moi je veux être comédienne, je veux être vue, et moi je me disais non, moi je veux être celui qui fait, en fait, celui qui filme, en fait. Je savais pas, voilà, comme je disais, je connaissais pas les termes, mais en tout cas, je voulais dès l'enfance, voilà, je voulais à tout prix faire des films et raconter des histoires. Parce qu'en même temps, j'emmagasinais énormément d'histoires, ça me plaisait beaucoup. Quand tu grandis en regardant Robocop ou Terminator 2 ou des trucs comme ça, enfin forcément t'es là. Jurassic Park, mon premier film de cinéma, Jurassic Park. C'était ton premier film? Oui, tout premier film au cinéma, Jurassic Park. J'avais 5 ans. Voilà. Et du coup, quand je vois Jurassic Park, je me dis voilà, ça c'est incroyable, c'est magnifique en fait, tu vois. Donc voilà, d'où un peu l'envie depuis l'enfance, quoi. Donc ouais, depuis l'âge de 5 ans, depuis ce premier cinéma, etc. Toi, t'as commencé quand à être réalisateur? Pas ton premier film, mais ton premier essai. Mon premier essai, ça devait être truc à la con, mais c'est rigolo. En fait, je m'ennuyais un soir. J'étais adolescent, je sais pas, je devais avoir 13-14 ans, et je m'ennuyais chez moi. Mes parents n'étaient pas là. Il était tard, il était vers 2h du matin. J'avais récupéré un appareil photo, mais j'avais pas de caméra. Et du coup, j'en avais marre de ne rien faire. Et en fait, je me suis dit, je vais faire un petit film en stop motion à la Pixar avec la lampe.
Et donc j'avais pris ma lampe de chevet, donc qui ressemblait un peu à celle de Pixar, et je m'étais mis à faire un film, donc en faisant des photos, au fur et à mesure. Donc j'avais pas forcément de trépied, et j'étais en mode je faisais comme je pouvais pour essayer de faire l'animation. Et donc j'ai fait une lampe qui avance et qui, comme elle est cassée, elle part se suicider, elle saute dans la pouvelle. D'accord, donc c'était le premier scénario, quoi. Premier scénario. La mort. Voilà, une lampe cassée qui se suicide à 2h du matin quand on s'ennuie. Et c'était plutôt rigolo parce que dès le départ, j'ai essayé de faire un truc. Il y a un îlot central chez mes parents et il y a un meuble à côté. Et en gros, j'avais essayé de faire sauter la lampe. Tu vois, pour déjà avoir des notions de mise en scène, donc faire du découpage et pas simplement suivre. Donc j'ai essayé de faire des travelling, de faire des découpages précis, de faire qu'on puisse croire qu'une lampe saute d'un îlot sur un meuble. Et tout ça, forcément, c'était des contraintes. On se dit bon, alors comment je vais faire ça pour que ça fonctionne. Et donc voilà. Après, évidemment, c'est complètement imparfait, c'est un premier truc, mais en tout cas, c'est ma première approche de ce que j'ai filmé en tout premier, quoi. Tu l'as revu depuis ce film? Ouais, il est sur mon Facebook dans des vidéos. Ça dure 2 minutes, mais c'est rigolo. Bah forcément, je vois tous les défauts, et bien sûr, mais pour un premier essai, c'était plutôt sympa, quoi. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Bah quand je devais avoir 13-14 ans, tout comme ça. Donc à l'adolescence, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que t'allais au cinéma? Est-ce que tu t'imprégnais de ce monde-là? Alors oui et non, parce qu'en gros pour moi, comme j'habitais à Liverdun, il y a pas de cinéma à Liverdun, et c'était toujours la sortie avec les parents, tu vois. Quand t'es gamin, bah t'as pas le choix. Là on est à Nancy, j'habite à Nancy, je vais au cinéma quand j'en ai envie, voir ce que je veux, tu vois, évidemment. Plus de salles. Mais quand t'es gamin, du coup, bah moi j'avais toutes les VHS chez mes parents que je me tapais en boucle, parce qu'au bout d'un moment, bah j'avais fait le tour, mais je continuais quand même de regarder les films. Tu connais les scénarios par cœur, les répliques. Ouais, non mais alors je suis pas très bon pour retenir les répliques, mais par contre pour retenir les images et pour retenir comment les histoires sont racontées, en fait. Je commençais déjà à voir les nuances de réalisateurs ou trucs comme ça quand je voyais du Paul Verhoeven ou du Spielberg ou du James Cameron. Enfin, chaque fois je me disais je vois bien Joe Dante, les Gremlins, c'est pas filmé de la même manière, mais par contre ça se rapproche de Spielberg. Enfin, des connexions qui se créent un peu. Et par contre après c'était la sortie événementielle de on va au cinéma, on va se prendre des popcorn, on aura le coca, le cinéma, ça va être génial. Donc voilà, ça c'est tu suis les parents qui t'emmènent, et puis t'es tout le temps en train de dire allez quand est-ce qu'on retourne au cinéma. Et maintenant que je suis adulte, c'est moi aussi qui dis allez venez continuer d'aller au cinéma, tu vois. Donc t'as pris le rôle des parents, en fait, finalement. Ouais, je suis devenu leur daron. C'était trop. Et justement après, donc sortie de l'adolescence, quand t'étais un peu plus grand pour aller tout seul au cinéma, est-ce que tu faisais quand même le pas d'y aller, ou est-ce que t'étais resté dans cette structure? Bon, on était passé au DVD, enfant des années 90, je suppose. Ouais. Est-ce que t'étais plus DVD ou quand même sorti au cinéma dans le lieu? Du coup, pareil. Moi, j'avais pas le permis voilà, donc je suivais mes parents quand ils allaient au cinéma. Mais par contre, effectivement, je leur incitais beaucoup à acheter des DVD. D'accord. Tu vois. Donc moi, on avait nos bibliothèques de VHS, mais derrière j'avais des catalogues qu'on recevait de DVD à l'époque, tu vois, quand il y avait des abonnements c'était un grand truc, l'arrivée du DVD. Et du coup, à chaque fois, je regardais les affiches, et quand je voyais des affiches qui me faisaient kiffer, je savais pas, il y avait pas Internet non plus, donc pour aller voir ce que c'était, tu te fies à l'affiche, en fait, chose qu'on fait plus forcément maintenant, tu vois. Tu regardes plus les affiches en te disant ça y est. Google, je sais pas du tout de quoi ça va parler. Voilà. Maintenant, tu Google, CM6, bande-annonce, basta. Avant, t'avais ton catalogue, tu disais, l'affiche là, elle est trop cool, ça doit être génial. T'entoures, tu dis, vous voulez pas acheter des DVD à la fin du mois? Et puis après, tu découvres, t'as des bonnes et des mauvaises surprises, quoi, tu vois. Voilà. Alors il y a un autre artiste qui souhaitait faire des films et qui en a parlé à ses parents. Il s'appelle Philippe Catherine, et on va écouter ce morceau tout de suite. Il veut faire un film sur RCN 90.7. Le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7 avec Kevin Manson qui est réalisateur. On vient d'écouter le morceau de Philippe Catherine. Il veut faire un film, tout comme toi, Kevin, mais à la fin de cette chanson, il se demande est-ce qu'il vaut mieux le faire ou pas. Bon, après c'est un film spécial, c'est un film avec une femme nue et un handicapé. Il n'y a pas le scénario, c'est juste ça. Et pour rebondir sur la question finale de cette chanson, est-ce qu'il vaut mieux le savoir ou pas? Est-ce qu'il vaut mieux le faire ou pas? En quoi le doute est-il un moteur finalement pour les réalisateurs? Alors, quand tu parles de doute, tu veux spécifier quoi, dis-moi? Alors, par exemple, tu as ton idée de film, et à un moment donné, tu te demandes est-ce qu'il vaut mieux le faire ou pas? Est-ce que ce film vaut le coup d'être réalisé? Est-ce que je vais apporter quelque chose en faisant ce film-là?
En fait, c'est des questions légitimes qui se posent dès le moment où on veut écrire une histoire, parce que qu'est-ce qui fait que ça va sortir du lot? Forcément, en tant qu'on veut proposer une histoire qui sera intéressante à la fois à raconter, mais aussi pour le spectateur qui va suivre. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a cette question qui se pose. Donc le doute, il est complètement légitime, et c'est même important en fait de douter de soi. Maintenant, l'idée, c'est de réussir à bien comprendre ce qu'on veut raconter, de trouver une forme d'originalité, de comprendre ces thématiques et de se dire, si moi ça m'intéresse et si ça me travaille, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, je veux dire, si tu prends l'exemple d'une histoire d'amour, c'est un classique, Roméo et Juliette. Enfin, les histoires d'amour, il y a 1 milliard de films qui parlent d'histoires d'amour, mais qu'est-ce qui fait que ça va être plus ou moins intéressant, tu vois? Pour reprendre l'exemple, je sais pas, c'est ma journée de James Cameron. Si tu reprends Titanic, qu'est-ce qui fait que Titanic c'est intéressant? Il y a l'histoire d'amour de Jack et Rose, tu vois. Et des histoires d'amour, t'as Roméo et Juliette. Mais qu'est-ce qui fait que parce que Roméo et Juliette existent, Jack et Rose dans Titanic, c'est pas intéressant, tu vois. Et du coup, à un moment, t'es là, tu dis, je suis en doute, mais moi, je pense qu'il y a un intérêt. Donc, du coup, je vais aussi me faire confiance. Mais par contre, c'est du travail, tu vois. C'est de se dire, il faut être sûr de soi, mais en même temps, se remettre en question. C'est un jonglage un peu à faire entre les deux, quoi. Tu marches sur un fil, quoi. Est-ce que c'est ce doute-là, il a été un moteur pour toi lorsque tu as réalisé le court-métrage Bonk, qui est très très marrant d'ailleurs. Alors, avant de répondre à cette question, est-ce que tu peux nous situer un peu, nous raconter un peu, donner envie en tout cas aux auditeurs d'aller voir ce court-métrage Bonk? Bonk, c'est l'histoire de 2 potes. Il y en a un qui a environ la trentaine, l'autre environ 50, qui se retrouvent sur une route de campagne à 3 heures du matin. Et en fait, le plus jeune des deux, qui s'appelle Joe, il dit à son pote, écoute, moi, Francky, je sais pas pourquoi tu m'amènes à cette heure-là sur une route de campagne, mais moi, à un moment, qu'est-ce qui se passe? Et là, son pote, il galère un peu, il lui dit, voilà, ma femme me trompe. Et là, à ce moment-là, on entend un bruit dans le coffre, un bonk. Donc là, la voiture s'arrête et c'est en mode, c'est quoi qu'a fait bonk? Et là, ils ouvrent le coffre et dans le coffre, il y a l'amant de la femme de Francky, donc du plus vieux. Et le truc, c'est qu'il dit, je pensais qu'il était mort parce qu'il a voulu s'enfuir, il l'a attrapé avec sa femme, il est tombé dans l'escalier parce qu'il était en mode SM, donc attaché, tout ça. C'est ça, c'est surtout ce qui amène le comique aussi de situation, c'est que au moment où ils ouvrent le coffre, on aperçoit cet amant qui est dans une posture assez particulière. Il est en boxer cuir noir avec une boule dans la bouche, il est attaché. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, Joe qui est là, qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui fait, je pensais qu'il était mort. En fait, je voulais que tu m'aides à l'enterrer. Il fait, mais oui, mais il est pas mort. Et donc, en fait, tout le film, c'est la question de est-ce que tu aides ton meilleur ami à enterrer quelqu'un, mais cette personne n'est pas morte. À l'enterrer vivant ou à le tuer, en fait. Du coup, ils n'ont pas le choix. En fait, c'est en gros, ils disent, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On peut pas le libérer, il va nous dénoncer. Du coup, faut qu'on le tue. Et donc, en fait, c'est quasiment tout le film, c'est une discussion entre les deux. Bon, après, ça dégénère, évidemment. Mais il y a des rebondissements, même des twists. Mais en gros, il y a cette idée de jusqu'où je peux aller pour un pote. Donc ça, c'était la base de l'histoire. Et maintenant, c'est ce truc de je pensais qu'il était mort, mais en fait, le gars n'est pas mort. Donc ça relève toute la problématique qui se dit, ah oui, en fait, là, on est plus simplement en train d'enterrer quelqu'un. On va le tuer pour l'enterrer. Donc, est-ce qu'on le fait ou pas, tu vois? Et rien que le fait que le mec soit dans le coffre attaché, ça pose des questions, tu vois, est-ce qu'on peut le libérer aussi ou pas? Et ces mecs, le truc aussi, c'est que c'est des cassos. C'est des mecs qui sont complètement barrés, même dans le style. Oui, il y en a un, il se prend pour Al Pacino dans Scarface. Et il y a l'autre, il est avec son vieux jogging fluo des années 80. Ils sont perdus dans le temps et ils ont pas du tout les épaules à la fois pour comprendre et pour gérer cette situation. Et c'est pour ça que ça crée l'humour, parce que c'est des mecs qui sont dans une situation inextricable, mais ils ont encore moins les capacités de s'en sortir de base. Et c'est comme ça qu'après ça crée des péripéties, quoi. Ils sont complètement en décalage avec la situation et avec eux-mêmes. Pourquoi le choix du noir et blanc dans ce film? Alors, en fait, du coup, tu vois, le film, on est un peu dans un film noir. Tu vois, c'est des gangsters, c'est des faux gangsters. C'est des mecs qui aimeraient être des gangsters, mais ils ne le sont pas. Et donc, du coup, c'est la situation classique de j'ai quelqu'un dans le coffre, il faut que je l'élimine, que je l'enterre. Film de gangster classique. Donc, je voulais à la fois avoir ça, mais le film de gangster, ça provient à l'origine du film noir, tu vois. Et le film noir, c'était majoritairement des films en noir et blanc. Et je voulais du coup à la fois
rendre le film très sérieux par ce côté noir et blanc, imagerie esthétisée avec beaucoup de travelling, de mouvements de caméra qui revient vraiment à un cinéma classique du film noir. Et en même temps d'avoir un côté un peu absurde des frères Cohen, tu vois, un peu The Big Lebowski. Donc c'est mêler un peu ces deux univers, tu vois, pour que ça s'affronte. Et pour moi, le noir et blanc, ça permettait de faire ça en fait, de donner une tonalité sérieuse en hommage, parce que enfin. C'est con, mais le noir et blanc, ça ramène aussi beaucoup le documentaire, tu vois, toutes les images de la guerre et tout. En fait, quand on pense historique et documentaire, chose importante, on pense noir et blanc généralement. Et c'est vrai que c'est de base, ça rend le truc beaucoup plus sérieux. Mais c'est tellement absurde par les personnages que du coup, pour moi, c'était un bon équilibre. Et avec les couleurs, on aurait été dans un film beaucoup plus cartoonesque en fait, tu vois, genre avec le rouge des feux arrière, le bleu de la nuit, le jogging fluo violet, tu vois, donc t'es là et tu te dis on est tout de suite dans un truc qui est complètement fou et du coup ça devient moins réel. Et moi je voulais garder un peu cette tonalité, tu vois, de se dire c'est des cons qui essaient de gérer une situation ils ont pas les épaules, mais en même temps il y a un enjeu de vie et de mort. Peut-être qu'ils vont buter quelqu'un quoi, tu vois. Et ça, je voulais aussi qu'on puisse garder cette idée. Et avec la couleur, ça devenait vraiment trop foufou, en fait. Le film était foufou. Et en parlant de lien avec le réel, il y a l'artiste Labrinth qui a fait son album qui s'appelle Imagination and the Misfit Kid et qui a aussi fait la BO de la série Euphoria, je sais pas si tu connais, qui est sur OCS. Donc Labrinth a un morceau qui est évocateur, qui est tout à fait dans le thème de cette émission, qui s'appelle Like a Movie, tout de suite sur RCN 90.7. Jusqu'à 12h30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7 avec Kevin Manson qui est réalisateur. On vient d'écouter le morceau de Labrinth, Like a Movie. Donc je disais tout à l'heure, Labrinth a fait la BO de la série Euphoria. C'est un exercice qu'il a brillamment réussi pour une première d'ailleurs. Pour toi, Kevin, quelle est la place de la musique dans les films ? Alors, dans les films en général ou dans mes films ? Dans tes films à toi. D'accord. Du coup, pour moi, c'est une place qui est très particulière, qui est évidemment importante, mais ça, c'est pour tous les films, hein, c'est vital, on va dire. Maintenant, le truc, c'est que moi, j'ai une spécificité par rapport à ça, c'est que mon co-auteur est également mon compositeur, en fait. Monsieur Westrock. Monsieur Rémi Westrock. Et du coup, c'est vrai que Rémi, on se connaît depuis le lycée, on avait un groupe de musique ensemble. Après, on est partis vraiment ensemble dans le cinéma, et à la base, c'était lui qui faisait mes musiques et moi je faisais les images. Et en fait, le truc, c'est qu'on a une telle connivence qu'on s'est mis à se dire, tiens, et si on écrivait aussi ensemble. Et Bonk, c'était d'ailleurs le premier essai de ce on s'est vraiment posé, on a écrit ensemble. Donc du coup, il y a aussi une musicalité par rapport à ce que lui amène, à la fois dans le rebond des phrases, des dialogues, et en même temps dans on parle, on discute, moi de ma mise en scène, lui de la musique, et quand on construit le scénario, on est déjà dans le processus de création de comment ça va être filmé, à quel endroit on placera la musique, et donc du coup c'est un élément qui est déterminant pour nous dès le début, quoi. Tout en se laissant quand même une marge, tu vois. Par exemple, Bonk, on n'avait pas défini à quoi ça allait ressembler la musique du film. On savait à peu près où on allait la mettre. Par contre, on a dit, on verra avec les images, on verra avec les acteurs. Et moi, je voulais aussi que Rémi puisse se dire, qu'est-ce qui m'inspire ? Par exemple, je voulais partir sur une musique plus sérieuse, un peu comme Fargo des frères Cohen. Je trouvais ça très drôle en termes de musique. Et lui, il est arrivé avec un truc plus groovy. Et en fait, on s'est dit, c'est trop cool. Voilà, donc c'est comme ça où on peut pas non plus complètement définir la musique en amont. Parce qu'il faut aussi se laisser une place de surprise, quoi. Tu vois ? Il y a quelque chose qui va bien avec la musique dans Bonk, c'est au début, donc il y a les acteurs, les deux protagonistes discutent, et à un moment donné on entend le Bonk donc dans le coffre, et puis il y a Bonk qui vient un peu à la Tarantino un peu, tu vois, et je sais que Tarantino c'est quelqu'un aussi qui est très attaché aux musiques, hein, dans les films, et j'allais te demander quelles sont tes influences, toi. Je dirais en termes de musique, tu vois, j'écouterais plus du Bernard Herrmann, qui était compositeur de Hitchcock, et j'écoute très souvent ses musiques, et c'est un de mes compositeurs de cinéma préférés. Après, j'écoute aussi beaucoup John Carpenter, tu vois, il y a les BO de John Carpenter, de Ennio Morricone aussi. Ennio Morricone, paix à son âme. Oui, mais t'as par exemple The Thing de John Carpenter, tu vois, avec ces sonorités complètement folles qui sont un bon mix entre, limite on croirait que c'est plus John Carpenter, mais c'est Ennio Morricone. Et du coup voilà le type de musique que moi je vais écouter
Après, peut aussi y avoir des musiques qui sont pas forcément du cinéma, tu vois, mais qui peuvent influencer aussi l'écriture, tout ça. Donc voilà. C'est quoi le dernier film qui t'a ému? Alors le dernier film qui m'a ému, alors il y en a deux. Il y a avant le deuxième confinement, avant la fermeture dramatique trop longue des cinémas, et là à la reprise. Drunk de Thomas Vinterberg. J'étais bouleversé. Pour moi, c'est incroyable. Et j'étais trop content qu'il gagne des prix. Et pour moi, ça, c'est un très, très grand film qui est très drôle, mais qui en même temps est une charge émotionnelle très forte, sans être mélodramatique. Tu vois. Et ça, c'était... Là, c'était tout pile. Et là, en France, Adieu les cons. Adieu les cons. Adieu les cons de Dupontel. De Dupontel. Ouais. Pour moi, Dupontel, c'est un peu, c'est un grand réalisateur français. D'ailleurs, je suis content que maintenant les gens commencent à le reconnaître parce que lui, il y a des vraies propositions, quoi, en termes de mise en scène, en termes de jeu, en termes de folie, d'exubérance. C'est vrai quand tu regardes ces films, il y a un peu ça, moi, que j'aime bien, tu vois, ce côté des personnages un peu foufou, exubérants, et ça fait du bien aussi, tu vois. Et dans Adieu les cons, il y a Virginie Efira qui joue merveilleusement bien, qui est tout en finesse et qui en fait pas des caisses, mais par contre, t'as vraiment envie de la réconforter par rapport à ce qui lui arrive. Et à côté, t'as ce personnage de Dupontel qui est complètement à la ramasse, qui a ses propres problématiques. Et pareil, la combinaison des deux dans l'univers, avec une vraie proposition visuelle dans un cinéma français qui, moi, me parle pas toujours, tu vois. Et ben, ça fait du bien, quoi. Donc, ces deux films-là m'ont beaucoup ému. Et pour terminer cette émission, une dernière question. Quels sont tes projets en cours? Alors, niveau projet en cours, j'ai plusieurs scénarios avec des producteurs, en fait. Donc, avec Supermouche Productions, j'ai 3 scénarios. On est en train de chercher des financements. Et j'ai un film de genre avec Alpaga. Et donc, du coup, on est en train, là, de faire des dossiers pour chercher les financements. Et c'est compliqué. Donc, et pas d'argent, pas de film. Donc, du coup, voilà. Donc, on a un projet, le plus gros projet peut-être, c'est donc qui s'appelle Tapis, qui est un peu dans la continuité de Bonk. C'est une comédie, un peu sentimentale pour le coup, entre 2 septuagénaires et qui font une arnaque au poker, en fait. D'accord. Voilà. Et en gros, on a Albert Delpy en acteur principal, donc le père de Julie Delpy, qui joue dans Les Sales Gosses, qui est très drôle, et Carmen Maura, qui est donc, pour ceux qui savent, un peu une des muses de Pedro Almodovar et de Alex de la Iglesia. Et donc du coup, c'est ces 2 personnages qui, en gros, un couple séparé, qui, on ne sait pas pourquoi, mais ils se sont séparés à un moment de leur vie, et là ils se retrouvent et ils décident ensemble de monter une arnaque au poker. Et donc c'est l'idée de, sous couvert d'un faire Ocean Sullivan avec des vieux, en gros, mais aussi de faire comment on peut retomber amoureux de l'un de l'autre. Voilà. Donc c'est le prochain film normalement qu'on veut faire avec Supermouche Productions dans les médias. Bon, écoute, on a déjà hâte de le voir. On espère vraiment que ça va pouvoir se réaliser. En tout cas, l'appel est lancé. Hein. S'il y a des mécènes sur RCN, n'hésitez pas à contacter Kevin via les réseaux sociaux. Kevin Manson, Manson. Et puis on te souhaite bonne chance pour la suite. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, merci pour l'invitation. C'était chouette. Et on va se quitter avec un morceau qui est carrément dans le thème du jour. C'est un morceau de Zion T qui s'appelle Cinéma, tout de suite sur RCN 90.7. RCN, www.rcn-radio.org